Arc-en-Ciel, chaque dimanche. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre premier intervenant, Monsieur Marc Ecker. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel et je tiens à vous remercier d'avoir accepté cette invitation, surtout un dimanche qui est censé être un moment de famille, mais vous avez accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous, c'est un honneur aussi pour notre auditoire qui est assez important, qui est à l'écoute, à qui nous tenons à le remercier par rapport à sa fidélité à cette émission qui a pris de l'ampleur depuis un certain temps, et notamment nous traitons ce dossier de l'islam en gros, l'islam en Europe, avec toutes ces bifurcations, j'ose dire, et d'une manière transversale, tantôt sur le terrorisme, tantôt sur les djihadistes, tantôt sur la laïcité, mais aussi bien sûr sur la gestion de l'islam. Et comme vous le savez, Monsieur le Président de la République a pris la décision de procéder à mettre un petit peu, comme il a dit, les jalons d'une organisation de l'islam de France. Et comme vous le savez pertinemment, la France, c'est le premier pilier de l'Europe. Et s'il y a des choses qui se passent sur ce sujet en France, certainement il y aura de l'impact à travers l'Europe. Et je précise à notre auditoire que Monsieur Marc Ecker, docteur en sciences politiques de l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne, diplômé de l'Institut d'études politiques de Strasbourg et titulaire d'un DEA des relations internationales, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il a également passé une année à Trinity, collège du Dublin, si je ne me trompe pas. Il enseigne à Sciences Po, cours intitulé Terrorisme et guerre asymétrique. Directeur des publications de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, et rédacteur en chef de la revue politique étrangère. Il fait partie des cofondateurs du blog Ultima Radio, auquel il contribue régulièrement. Monsieur Marc Ecker, vous avez fait une note très intéressante qui est intitulée « Les 137 nuances du terrorisme ». Sur le site FLI, donc tout le monde peut la consulter. Je la conseille à tout le monde. C'est une note très 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 riche de vérité. Qu'on essaye de dresser une typologie du terrorisme, tâche on ne peut plus délicate, on fait face de prime abord à au moins de difficultés majeures. La première, la définition des terrorismes qui reste encore à trouver. Et la deuxième, qui nourrit et entretient le terrorisme international. Oui, alors moi j'ai contourné très largement cette difficulté de définition, puisque pour cette étude-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis penché sur des documents de justice, en l'occurrence sur des jugements. J'ai collecté au fil des années des jugements qui correspondent donc aux décisions de justice prises pour 137 individus, d'où le titre de l'étude 137 nuances de terrorisme. Et donc, je me suis pas vraiment posé la question de la définition du terrorisme, puisqu'il s'agissait en fait de la définition judiciaire. C'est des personnes qui avaient été condamnées en France pour des faits de terrorisme. Évidemment, les cas de terrorisme les plus récents en France concernent des affaires essentiellement de djihadisme, et donc les 137 personnes de mon échantillon appartenaient à ces mouvances, que ce soit la mouvance Al-Qaïda ou la mouvance Daesh. Et ce que j'ai essayé de voir en collectant cet échantillon de 137 cas, c'était s'il y avait des marqueurs, s'il y avait des tendances récurrentes dans les profils et dans les parcours de ces individus. Et j'ai pu effectivement constater qu'il y avait des marqueurs, des tendances lourdes, même si moi je ne parle jamais de profil type ou de portrait robot. Ça, ce sont surtout des journalistes qui ont employé ces termes-là à propos de mon étude, mais on pourrait parler, à mon sens, de portrait robot ou de profil type s'il y avait 95% ou 98% des individus qui correspondaient à un profil. Or, ce n'est pas le cas. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait des petites majorités qui correspondaient à ces marqueurs récurrents. Alors, quels sont ces marqueurs récurrents? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, les personnes de mon échantillon qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme en France avaient un niveau d'éducation particulièrement faible. J'ai 47% de mon échantillon non diplômés. Ensuite, et c'est lié, ces personnes avaient une très faible intégration sur le marché du travail, avec environ 36% de personnes au chômage, plus 22% de personnes qui avaient des petits boulots.
Un élément ensuite, c'était l'élément de pauvreté relative, que l'on peut notamment mesurer à la fois par le salaire relativement faible de ces personnes, mais aussi par leur lieu de résidence, puisque j'ai 40% des individus de mon échantillon qui habitent dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et puis, un autre élément aussi qui était récurrent, c'était le facteur criminalité, petite délinquance, puisque j'ai 40% là encore de mon échantillon qui avait une condamnation au moins pour des faits de délinquance, et 12% en plus qui n'avaient jamais été condamnés, mais qui étaient connus de la police pour des faits de délinquance. Et puis le dernier élément, qui est sans doute le plus polémique et le plus sensible dans la période actuelle, c'est le lien à l'immigration, puisque on constate que dans mon échantillon, si 70% des individus sont français et uniquement français, il y a aussi 22% de binationaux. Si on remonte à la génération antérieure, à celle des parents, là on s'aperçoit qu'il y a à peu près 60% des parents de ces individus qui sont originaires du Maghreb et à peu près 10% qui sont originaires d'Afrique subsaharienne. Voilà pour les marqueurs récurrents sur cet échantillon de 137 individus condamnés pour des faits de terrorisme en France. D'après ce que j'ai pu lire par rapport à votre note, vous avez opté pour la méthode Sigman, le vrai visage du terroriste. Pouvez-vous nous dire davantage, s'il vous plaît? Oui, alors j'ai effectivement été inspiré dans la méthodologie par un sociologue américain qui s'appelle Mark Sageman et qui a écrit il y a une douzaine d'années maintenant un livre qui s'appelait Le vrai visage des terroristes. Et en fait, ce sociologue avait justement collecté des documents de justice, notamment des jugements. Il avait aussi assisté à des procès. Et sur la base de ces documents, il avait essayé d'établir des typologies de terroristes en déterminant des facteurs biographiques, des facteurs liés au processus de radicalisation. Il avait par exemple essayé de voir s'il y avait des éléments psychiatriques récurrents chez ces individus. Il avait essayé de voir quel type d'éducation ils avaient reçu. Et il avait pu déterminer un certain nombre de catégories. Et ce qu'il avait fait aussi, c'est que quand il n'avait pas forcément tous les éléments d'information sur la totalité de son panel, il réduisait le panel aux individus pour lesquels il avait pu obtenir les informations. Et c'est ce que j'ai fait également dans mon travail. Je m'explique pour que ce soit clair pour tous les auditeurs. J'ai un échantillon de base de 137 individus, mais par exemple, sur les diplômes obtenus, je n'ai pas réussi à obtenir l'information pour les 137 individus. J'ai réussi à obtenir cette information, alors je n'ai plus en tête, mais je crois pour environ 80 ou 90 d'entre eux. Mais tous les chiffres sont bien précisés dans l'étude, donc vous pouvez aller vraiment la télécharger sur le site www.ifri.org, IFRI comme Institut français des relations internationales. Et donc les statistiques que je faisais, c'était à chaque fois sur la base statistique pour laquelle j'avais les informations. Par exemple, sur le lieu de naissance, sur le lieu de résidence, j'avais les informations que pour 121 individus. Donc j'ai fait des statistiques sur 121 et pas sur 137. Exactement, M. Ecker, parce que là elle est en face de moi, donc la carte, donc c'est un échantillon de 121 personnes, et vous avez marqué une cartographie grosso modo de la France par rapport à des départements de résidence de ces individus. Il y a du jaune entre 1 et 3, et la zone rond entre 4 et 6, et rouge, vraiment rouge, c'est entre 7 et 10. Et j'ai bien vu dans cette carte, on voit deux choses qui m'interpellent. La zone rouge, mis à part l'Île-de-France et les frontalières, soit avec la Belgique, soit avec l'Allemagne, soit avec l'Italie. Est-ce que peut-on parler qu'il y a un effet d'imperméabilité qui permet d'avoir des intrus de l'extérieur qui favorise statistique que vous venez de le citer dans votre carte? Alors, sur cette carte-là, il faut vraiment la relativiser parce que on a un échantillon qui est quand même réduit et il suffit qu'il y ait un cas avec un groupe dans un département pour que le département se transforme en rouge. Par exemple, je n'ai pas intégré le procès de Lunel qui a eu lieu la semaine dernière, mon étude était déjà sortie, mais si je refaisais l'étude aujourd'hui et que j'intégrais le procès de Lunel, immédiatement ça ferait basculer le département en question en rouge parce qu'il y a un groupe suffisamment important. Donc il faut quand même nuancer cette carte-là et là sans doute attendre une collecte beaucoup plus importante de données pour avoir une cartographie beaucoup plus précise de la France. Pour répondre à votre question sur les zones frontalières, je pense que ce qui pêche actuellement en Europe, un des points, c'est qu'on raisonne encore trop à l'échelle nationale.
typiquement, moi, j'ai obtenu des jugements pour la France, ce qui déjà a été assez compliqué, mais évidemment, si on voulait faire un travail plus précis, sans doute plus pertinent et plus avancé, il faudrait obtenir aussi des jugements et faire le même travail pour les pays voisins. Parce que, effectivement, on voit qu'il y a des mouvances parfois transfrontalières, et par exemple, entre la Belgique et la France, il y a une grande perméabilité, il y a des échanges entre les mouvances djihadistes françaises et les mouvances djihadistes belges. Donc là, il faudrait pouvoir étendre la cartographie au-delà simplement de l'Hexagone et de la France. Maintenant, moi, ce qui m'a intéressé dans cette carte-là, c'est un double effet. Premièrement, on voit une décentralisation très forte de la mouvance djihadiste, avec quasiment en fait tous les départements de France qui sont touchés. Et ça, je pense qu'on peut l'expliquer notamment par la diffusion de la propagande djihadiste sur Internet, qui permet vraiment à tout un chacun, même dans les zones rurales les plus reculées, d'être touché par cette propagande. Et en même temps, on observe aussi qu'il y a des hubs de terrorisme, qu'il y a des lieux qui sont plus touchés que d'autres, souvent des grandes agglomérations. Comment on l'explique? À mon avis, de deux manières. D'une part, parce qu'il y a des dynamiques de groupe, c'est-à-dire qu'une fois que 2-3 personnes dans un quartier partent, il y en a d'autres qui veulent les imiter, qui les émulent. Il y a un effet, une dynamique de groupe qui se met en place, et souvent on voit des anciens copains du collège ou du lycée qui partent ensemble. On voit aussi des fratries partir ensemble en Syrie ou en Irak. Et puis le deuxième point, c'est qu'on voit que dans certains quartiers, il y a des recruteurs qui étaient présents physiquement et qui menaient un travail vraiment de prédication et de recrutement pour essayer d'embrigader un certain nombre de jeunes dans la mouvance djihadiste. Le pays, M. Eker, qui revient à tout moment, c'est la Syrie. Pourquoi la France, plus que d'autres pays, est visée par le terrorisme? Est-ce en raison de sa politique étrangère ou à cause de son alignement et de ses interventions dans les conflits du Proche-Orient? Il y a plusieurs explications. Il n'y a pas une explication monocausale qui permettrait de comprendre pourquoi la France serait plus touchée que les autres pays d'Europe. Déjà, quand même, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vrai que la France a été plus concernée. C'est le pays qui a, entre guillemets, envoyé le plus de djihadistes en zone syro-irakienne. Il y a environ 1300 Français qui sont effectivement partis sur zone. Mais il y a d'autres pays d'Europe qui sont quand même très touchés. L'Allemagne est très touchée, le Royaume-Uni aussi. Et puis même des plus petits pays sont en valeur relative, c'est-à-dire par rapport au nombre d'habitants, plus touchés que la France. C'est le cas de la Belgique. Pour ce qui est des attentats, on voit aussi qu'il y a eu des attentats dans différents pays d'Europe, mais il est vrai qu'il y en a plus en France qu'ailleurs, avec un bilan d'environ 250 morts depuis 2015. Comment l'expliquer? Si on prend la parole des djihadistes eux-mêmes, si on lit la propagande de Daesh, on voit qu'ils ciblent d'abord la laïcité et la démocratie et la République. C'est-à-dire que pour eux, la laïcité, et notamment les lois qui sont édictées pour protéger la laïcité, comme par exemple celle qui interdit le port du voile intégral dans l'espace public, ou celle qui interdit les signes religieux à l'école publique, ces lois sont perçues par la mouvance djihadiste comme une forme d'islamophobie institutionnalisée. Alors évidemment, là, il y a un gros travail de pédagogie à faire pour expliquer ce qu'est la laïcité et pour montrer que ce n'est pas des lois qui visent spécifiquement les communautés musulmanes, mais qui s'appliquent à tous et qui existent depuis très longtemps, depuis bien avant l'implantation des communautés musulmanes en France. Je rappelle que la loi, le pilier de cette loi sur la laïcité, c'est 1905. Un autre aspect à avoir en tête, c'est que dans cette propagande djihadiste, il cible effectivement les interventions extérieures de la France, en essayant de montrer que la France est entre guillemets en guerre contre l'islam en dehors de ses frontières, avec des interventions militaires récurrentes. Ils ont très souvent en ligne de mire l'intervention au Mali en 2013, et puis ensuite les interventions d'abord en Irak et ensuite en Syrie en 2014 et 2015. Là aussi, il y a un gros travail de pédagogie à faire pour expliquer que la France n'est pas en guerre contre l'islam, mais qu'elle mène la guerre à des groupes terroristes. À Al-Qaïda, en l'occurrence au Mali, et il faut rappeler toujours que cette opération est intervenue à la demande du gouvernement malien et avait été validée par l'Organisation des Nations Unies. Et pour ce qui est de la Syrie et de l'Irak, la France est en guerre contre Daesh. Donc ce n'est pas une guerre contre l'islam, mais c'est une guerre vraiment contre des groupes terroristes bien spécifiques. Et puis, il y a un autre point à mettre en avant et qui, à mon avis, est essentiel, c'est que Daesh et Al-Qaïda sont en guerre contre la France de leur côté aussi pour ce que la France est. C'est-à-dire qu'ils rejettent la culture
ils nous accusent d'être des mécréants, ils nous accusent d'être des infidèles. Et quand on reprend par exemple le communiqué publié par Daesh après les attentats du 13 novembre, ils avaient vraiment des mots très forts, très essentialistes pour critiquer la France et les Français pour ce qu'ils sont. C'est en quelque sorte la culture française qui est attaquée. Ce sont pas vraiment les actions politiques de la France. Donc je crois que vraiment c'est une multiplicité d'explications qui permettent de comprendre pourquoi ces groupes sont si hostiles à la France et limiter l'explication aux interventions de politique étrangère de la France dans le monde arabe ou dans le monde musulman, c'est vraiment extrêmement réducteur. Justement, puisqu'on parle de la France, Monsieur Iker, est-ce que les lois votées par la France actuellement contre le terrorisme islamiste vous semblent suffisantes? Il y a eu une accumulation de dispositifs et de lois qui ont été mis en place ou votés depuis 2014. Je vais pas tous les lister parce que ce serait vraiment très long. Et il y a eu aussi évidemment la période de l'état d'urgence avec des possibilités supplémentaires pour les autorités administratives pour tenter d'intervenir en amont pour éviter des attentats. Et je crois que effectivement le dispositif a été suffisamment renforcé au cours des 3 dernières années et qu'aujourd'hui le système est assez robuste. Maintenant, évidemment, compte tenu de la menace qui reste très élevée et compte tenu des différentes modalités d'action, notamment, je vais en détailler plusieurs si on a un peu de temps, mais je vous prie. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs menaces à distinguer, je vais les rappeler, mais compte tenu de cette menace-là, il est illusoire de penser que quel que soit notre dispositif législatif, on est protégé à 100%. Il peut toujours y avoir des tentatives d'attentat, et parmi toutes ces tentatives d'attentat, il y en a certaines qui réussiront quel que soit le dispositif mis en place. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à Carcassonne et Trèbes il y a encore quelques jours. Ces menaces, quelles sont-elles? Il y a d'abord la menace liée à Daesh qui recule considérablement en Syrie et en Irak, mais qui du coup est dans une logique de vengeance et qui dispose encore de combattants étrangers sur place qui sont susceptibles de revenir en Europe pour commettre des attentats. Une deuxième menace à prendre en compte, c'est Al-Qaïda, puisque Al-Qaïda est loin d'avoir disparu et au contraire plutôt dans une logique dynamique dans certaines zones, et en zone syro-irakienne d'une part, ça c'est vrai, mais également aussi en zone africaine, en Afrique de l'Ouest, où Al-Qaïda commet des attaques régulièrement sous des noms qui ne sont pas nécessairement Al-Qaïda. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, par exemple, c'est un groupe qui est lié à Al-Qaïda et qu'il faut prendre en compte, mais il a un nom qui paraît très anodin, mais en fait derrière il y a vraiment un groupe très radical et très dangereux. Boko Haram, par exemple. Boko Haram, c'est un autre groupe, mais c'est pas à celui-là que je pensais immédiatement. Je pensais plutôt donc à ce groupe qu'on appelle le GSIM, qui intègre différents groupes qui se sont alliés, Al-Mourabitoun, Ansar-Din, la Katiba Massina, et puis donc les Katibas du sud d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc il y a donc la mouvance Daesh d'une part, la mouvance Al-Qaïda d'autre part, et puis il y a une troisième menace à prendre en compte, c'est les individus qui peuvent passer à l'acte de manière relativement isolée après avoir vu toute cette propagande sur Internet, qui peuvent le faire de manière extrêmement simple, en prenant un véhicule et en fonçant sur la foule, en prenant un couteau et en essayant de poignarder des passants. Et ça, c'est une menace qui est extrêmement difficile à appréhender, puisqu'on n'a pas forcément de groupe véritablement identifié. On a plutôt affaire à des individus qui se radicalisent et qui décident de passer à l'acte. Et puis, il y a une quatrième menace à prendre en compte, c'est la possibilité que des ressortissants non européens pour le coup, ou en tout cas non français, entrent sur le territoire pour commettre des attaques. Donc ça fait quand même une série de menaces, on en a 4, qui sont à prendre en compte en même temps et qui sont très difficiles à appréhender pour les services spécialisés et qui expliquent pourquoi, même si on renforce considérablement les moyens sécuritaires, il reste quand même une menace et une probabilité forte que des individus réussissent un jour ou à l'autre à commettre des attentats. Bien entendu, vous avez parlé du retour du djihadiste. Que compte faire la République de ces enfants de djihadistes, notamment ceux nés là-bas qui comptent retourner en France, et qu'en pensez-vous? Oui, alors j'ai donné ce chiffre de 1300 Français qui sont effectivement
partis et arrivés sur place en zone syro-irakienne, il faut effectivement ajouter les enfants à ce chiffre. Il y a, selon les chiffres, entre 450 et 500 enfants qui soit ont été élevés mais très jeunes, soit sont nés carrément en zone syro-irakienne. Et parmi ces enfants, certains reviennent. Alors si on prend les chiffres de ce qu'on appelle les revenants, c'est-à-dire ceux qui reviennent des zones syro-irakiennes en France, on a passé la barre des 330 revenants au cours du mois de mars 2018. Et parmi ces 330, il y a environ 80 enfants. Alors effectivement, c'est un problème tout particulier parce qu'ils ont été élevés dans la violence, ils ont été élevés dans la haine. Et parmi ces enfants, il y en a de différents âges, mais la plupart sont petits. On estime que les 2/3 ont moins de 8 ans. D'accord. Ces enfants qui sont très jeunes, ils sont vus avant tout comme des enfants en danger, comme des victimes qu'il faut protéger. Donc qu'est-ce qui se passe ? Bien, quand ils reviennent en France, tout d'abord, ils sont séparés de leurs parents pendant quelques jours, le temps de la garde à vue des parents, puisque systématiquement, dès que des adultes reviennent, ils sont judiciarisés, ils sont poursuivis. Ensuite, au bout de ces quelques jours, les enfants et les parents sont reçus par un juge des enfants. Et en fonction de la situation, c'est vraiment du cas par cas, le juge des enfants décide soit de séparer les enfants de leurs parents et de les placer, soit dans des foyers, soit dans des familles d'accueil, quand c'est possible, après une enquête, dans la famille élargie. Soit, si le juge estime que ça ne pose pas de problème, à ce moment-là, les enfants restent avec les parents. Je dis les parents, mais bien souvent, dans le cas des revenants, le père est décédé au combat et il n'y a que la mère qui est rentrée en France. Et on parle toujours de l'homme, on ne parle pas de la femme. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont vraiment des djihadistes ? Oui, alors dans mon échantillon, donc dans cette étude 137 nuances de terrorisme, si vous la lisez, vous verrez qu'il y a très peu de femmes. C'est ça. Je n'ai que 6 femmes en fait sur 137. C'est ça, ce que j'ai vu, c'est pourquoi je pose la question, voilà. Oui, mais en fait, ce que j'explique, c'est que ce chiffre très faible de 6 femmes ne reflète pas la faible intégration des femmes dans la mouvance djihadiste. Ce que reflète ce chiffre, c'est les faibles poursuites des femmes en termes purement judiciaires. C'est-à-dire que jusqu'en 2016, les femmes étaient très peu poursuivies parce qu'elles étaient surtout vues par l'institution judiciaire comme des victimes, des personnes radicalisées par un mari, alors qu'on s'aperçoit depuis que les femmes peuvent être tout aussi dangereuses que les hommes et que parfois ce sont même les femmes qui ont radicalisé leurs conjoints. Pourquoi 2016 ? Il y a eu un événement important en 2016 qui est une tentative d'attentat à proximité de la cathédrale Notre-Dame à Paris, et cette tentative avait été perpétrée par 3 femmes. Moi, j'ai vu dans les dossiers que j'ai pu lire, dans les jugements que j'ai pu lire, que parfois, dans des cas un peu plus anciens, certaines femmes avaient un rôle vraiment très dur. J'ai vu par exemple une femme dans un jugement qui a vraiment radicalisé son mari, et quand son mari a eu des doutes, il était en Turquie et il hésitait à aller en Syrie, elle lui a dit que s'il revenait, ce serait un grave péché et qu'il fallait vraiment qu'il aille jusqu'au bout. Finalement, cet homme est revenu en France, lui a été poursuivi et condamné à de la prison ferme, mais sa femme, qui était pourtant à l'origine de sa radicalisation, n'a pas été poursuivie. Alors ça, c'est un cas qui a quelques années. Aujourd'hui, dans des cas similaires, les femmes seraient poursuivies. Et donc, oui, vraiment, il ne faut pas considérer que les femmes seraient innocentes et victimes par nature. En fait, on voit vraiment qu'elles peuvent être aussi dangereuses que les hommes. Dans ce cas-là, on peut dire que l'appareil judiciaire s'est adapté récemment, j'ai dit récemment, d'après ce que vous dites aussi par rapport à cette histoire de la femme, récemment, donc par rapport à cette évolution aussi du djihadisme. Oui. Donc il faut voir les deux côtés de l'affaire, j'ose dire. Il y a aussi une évolution de l'autre côté. Il y a une évolution sur le plan média, une évolution sur le recrutement, sur la zone couverte par ces gens-là, et aussi sur le mode opératoire. Est-ce que la France, d'après vous, est prête à relever le défi parce que ces gens-là, ils ne chantent pas? Oui, mais il y a des évolutions permanentes et effectivement, il faut les suivre. Si on reprend la question des femmes, c'est vrai aussi que pendant des années, Daesh disait que les femmes n'avaient pas de vocation combattante. Mais là, ils ont changé vraiment leur doctrine. Et pendant la bataille de Mossoul, il est devenu extrêmement clair que pour Daesh, la femme pouvait aussi combattre. Donc, il y a ces adaptations permanentes qu'il faut effectivement suivre de manière très précise. La menace évolue et donc les réactions, les contre-mesures doivent aussi évoluer au risque sinon d'être déconnectées et
du coup de dévoiler certaines faiblesses qui pourraient être exploitées par l'ennemi. Ma dernière question, si vous le permettez, Monsieur Marc Iker, concerne mon pays d'origine. Donc, j'ai beaucoup d'attaches, c'est le Maroc. Et comme vous le savez, le Maroc entretient des relations très étroites avec la France sur le plan coopération judiciaire. Mais aussi, le Maroc aussi reçoit le retour de ces djihadistes. Y a-t-il, d'après vous, une collaboration sur la méthode à entreprendre par rapport à ces djihadistes qui sont de retour? Et comme vous le savez, toute action au Maroc sera répercutée en Europe. Et quel rôle peut jouer les services marocains comme françaises pour travailler ensemble et surtout s'évoluer ensemble, vu que cette problématique devient une problématique européenne? Oui, mais je crois qu'on a eu affaire à un phénomène très largement répandu et la coopération internationale est nécessaire dans ce domaine-là. Et plus il y a d'échanges entre spécialistes, que ce soit les services, que ce soit les juges, les policiers ou même les chercheurs comme moi, plus ce sera bénéfique parce que on a quand même eu affaire à un phénomène nouveau, en tout cas dans son ampleur, qui a été long à appréhender et plus on peut partager de retours d'expérience, mieux ce sera, même s'il faut bien être conscient que chaque pays a ensuite ses spécificités et que les recettes qui peuvent fonctionner dans un pays ne fonctionnent pas dans l'autre. Mais plus il y a d'échanges, à mon avis, plus c'est bénéfique. Et puis avec le Maroc, j'ajouterai quand même juste un point qui est que dans mon échantillon, parmi les binationaux, on voit que les franco-marocains étaient plus nombreux que, alors ça se joue à peu, mais oui, c'est un peu plus nombreux que les franco-tunisiens et les franco-algériens. À une personne donc, d'après votre étude, là, j'ai vu là. Donc ça à 14-13, si j'ai bien vu. Oui, ça se joue vraiment un peu. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que là aussi, sur cette question des binationaux, il y a sans doute des échanges à avoir pour essayer de mieux comprendre s'il y a des spécificités par rapport à certains pays. Avez-vous des chercheurs marocains qui ont tenté de tendre la main pour un échange avec vous ou avec d'autres organismes spécialistes dans le domaine? Mis à part les services, on sait pertinemment qu'il y a une collaboration, mais par contre, on entend peu la collaboration entre chercheurs. Non, alors on échange, pourtant on échange. Alors c'est vrai que je n'ai pas particulièrement des liens structurels entre des chercheurs travaillant sur le terrorisme au Maroc et moi, mais enfin, moi j'ai par exemple pu échanger avec certains chercheurs de l'OCP Policy Center sur ces questions-là, et évidemment si on peut encore échanger davantage et comparer nos expériences, je pense que ce sera bénéfique. Ben écoutez, sur ces bonnes paroles, appel lancé à vos confrères marocains, aussi algériens, pourquoi pas, et aussi turcs, donc dans un cadre de recherche, dans un cadre intellectuel. Pourquoi pas, parce que vous arrivez à diagnostiquer ce fléau d'une autre manière plus que judiciaire, pour que la société puisse vivre en paix, et notamment ces musulmans qui se trouvent aussi en Europe. Je ne vous cache pas la vérité, on souffre aussi, on souffre sur cette attitude comme quoi simplement on est coupable, mais aussi on est victime. C'est difficile à supporter, et avec des chercheurs comme vous, on arrive à voir plus clair. J'invite tout le monde à lire ces 137 nuances du terrorisme. Ce sont des faits réels que M. Marc Iker a développés. Je tiens à vous remercier, monsieur. Excellent dimanche et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.